Et donc, sans plus tarder, nous allons démarrer ce town hall présidentiel. Vos Excellences, merci de nous avoir rejoints sur ce présidium. Fatiha Mohammed, because we're in the land of hospitality, we're in the land of Teranga, we're in Senegal, we're welcoming you. The floor is yours. Yes. My name is Fahima Mohammed. I'm from Djibouti. Je vais parler en français. Je suis de Djibouti, un petit pays, mais aujourd'hui on est à la tête de l'Union africaine. Je suis une agri-influenceuse et je suis contente d'être ici. Merci beaucoup. Et ce que je fais quotidiennement, c'est attirer plus de jeunes dans l'agriculture. Je ne suis pas une influenceuse en make-up, mais plutôt dans les champs. Donc si vous me googlez Femme Girl, vous allez me trouver. Tout d'abord, je remercie les personnes qui m'ont invitée ici, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes qui n'ont pas eu la chance qu'on a et qui n'ont pas pu venir ici. Donc, tout d'abord, je voudrais dire merci beaucoup, Monsieur le Président du Sénégal. Le jour où vous avez été élu, j'ai fait un tweet et j'ai écrit c'est une bouffée d'air frais qui est en train d'arriver sur le Sénégal. Vous allez changer la donne. Et c'était vrai. Et je suis contente d'être ici. Monsieur le Président du Rwanda, depuis toute petite, I'm going to speak in English. From a young age, I really admire you because you are actually a he for she, and for women's rights, you did so many things for Rwandan women, but only for African women. Thank you. Et aujourd'hui, je suis ici, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je suis ici pour dire à toutes les personnes qui sont à la tête des pays africains, l'Afrique pour l'Afrique. Et s'il vous plaît, quand vous parlez de nous, de la jeunesse, s'il vous plaît, donnez-nous une place à la table. Parlez de nous, mais avec nous. Donc, je vais poser ma question, mais avant de poser ma question, je veux parler de moi. Je m'appelle Fahima, comme j'ai dit. Je suis à la tête d'une coopérative agricole de 157 femmes, la plus âgée à 79 ans et la plus jeune à 14 ans. Et je porte leur voix aujourd'hui ici. Je suis aussi à la tête de Awan Africa. Ça a été créé par une Rwandaise et je suis la personne qui s'occupe de l'Afrique de l'Est. Donc ma question va être pour Monsieur le Président du Sénégal. Excellence, Monsieur le Président, comment pouvez-nous, jeunes Africains, être davantage soutenus et responsabilisés? C'est ce qui manque. On parle beaucoup de nous, mais on nous donne très peu aussi pour piloter l'innovation de nos systèmes agricoles, alimentaires, mais aussi jouer pleinement notre rôle. Parce que ce continent, vous allez laisser à nous, on va en prendre soin. N'ayez pas peur. La génération TikTok est là. Merci beaucoup. Déjà, je dois dire que ce forum, ce n'est pas simplement parce que le Sénégal l'abrite qu'il m'intéresse particulièrement. Il y a 3 autres facteurs fondamentaux. Le premier, c'est qu'on parle déjà des jeunes. Et je me sens très concernée quand on parle des jeunes. Le deuxième, c'est que si vous regardez certainement sur les réseaux, vous verrez que je suis agriculteur quelque part, avec moins de temps maintenant, certes. Mais je continue à m'intéresser à ce qui se fait dans mon champ quand même. Le troisième facteur, c'est qu'on parle de transformation. Et au Sénégal, justement, nous sommes à l'ère de la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050 que nous avons conçue et qui s'appelle l'agenda national de transformation. Il y a des constats qui sont quelque peu contradictoires, si on peut le dire. Nous avons 60% des terres arables, mais 64% des terres non cultivées. Nous avons la main-d'œuvre, à savoir la jeunesse. Nous avons le besoin en termes de nourriture, parce qu'il faut assurer l'autosuffisance alimentaire
2,5 milliards de personnes projetées en 2050, dont les 600 millions auront moins de 25 ans. Et pourtant, on se rend compte que nous importons énormément pour nous nourrir en Afrique, alors que ça devrait être le contraire au regard du potentiel que j'ai décrit tout à l'heure. Pourquoi alors toute cette main-d'œuvre constituée de jeunes qui ont la force du travail, pour travailler, et dont une bonne partie d'entre eux aujourd'hui ne réussit pas à s'insérer dans le tissu professionnel, ne s'intéresse pas à l'agriculture? C'est la grande question. C'est parce que justement, les jeunes ne considèrent pas, peut-être à tort, l'agriculture comme étant un secteur porteur où ils peuvent se faire de l'argent. Quand on vous suit, parce qu'on vous suit sur les réseaux sociaux, je disais tout à l'heure à AgroBabe qu'il y a quelques années, 2 ans peut-être, je lui ai écrit un message sur les réseaux que nous partageons, sauf qu'elle ne m'avait pas répondu. Mais maintenant, elle va répondre, ça c'est sûr. Hein? Je comprends qu'il y a beaucoup de sollicitations sous ce rapport, mais je l'ai suivi pas à pas, surtout quand j'ai commencé à mettre en place mon champ. Mais ça ne me suffisait pas d'écouter ces conseils. J'ai voulu que nous travaillions sur un plan opérationnel pour exploiter. Mais ce n'est pas encore tard parce que je cherche encore. Là, je l'ai trouvé, je crois. Alors, il nous faut travailler sur la transformation des systèmes alimentaires. En nous reposant sur cette force. Mais d'abord, en investissant sur les structures, en travaillant à faire en sorte qu'il y ait une maîtrise de l'eau. Parce que pour cultiver, il faut y avoir des terres arables. Mais nous cultivons 3 mois sur 12 parce qu'on n'a pas d'eau, essentiellement. Il faut travailler sur la maîtrise des intrants et surtout sur la maîtrise des rendements, parce que nous sommes à l'ère de l'agriculture de précision. Et davantage mécanisée, mais modernisée à travers l'innovation qui certainement attirera plus de jeunes avec la digitalisation. Ensuite, il faut travailler sur les financements pour que tous ces jeunes qui sont attirés n'aient pas un blocage dans l'installation primaire. Parce que ce qui est sûr, c'est que s'ils produisent, ils vont vendre. À commencer par la demande au niveau des marchés locaux. Et justement, en 3e lieu, travailler à faire en sorte que le système bancaire ait plus confiance en ces jeunes, qu'ils prennent des risques. Et faire en sorte que quand ces jeunes-là vont produire, qu'ils aient des débouchés sur le marché internationaux à travers la connexion et des chaînes de valeur qui permettront, pour ceux qui produisent par rapport au surplus de besoins dans leur propre pays, d'exporter en Afrique d'abord et dans le monde entier en plus. Voilà comment je vois la transformation des systèmes alimentaires avec l'implication des jeunes et ce que devraient être les politiques publiques sur le plan de l'agriculture. Merci beaucoup, Son Excellence. Merci beaucoup. On va maintenant passer la parole à Claudia. Claudia, on va te demander quand même de retourner dans ta boîte, de retrouver ce message du président d'il y a 2 ans, de faire un dossier complet et d'aller le déposer à la présidence. Claudia, the floor is yours. C'est une catastrophe. Je sens déjà mes abonnés qui vont me dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Je vais commencer mon propos par dire que le jour où les métiers de l'agriculture feront autant rêver que la médecine, le journalisme, le droit, la finance, ce jour-là, nous aurons gagné une grande bataille. On a un agriculteur aujourd'hui qui est devenu président. Donc, j'ai bon espoir, je pense que l'avenir est radieux. Bonjour à tous et à toutes, Excellences, distingués invités. Je suis Claudia Senghor, agroéconomiste de formation, consultante agricole dans la vie de tous les jours et influenceuse agricole, si on peut l'appeler comme ça. Je suis sur les réseaux sociaux depuis 4 ans maintenant et j'essaie de rendre un peu plus attractif le secteur agricole.
de donner envie à cette jeunesse, de leur parler d'argent. Parce qu'aujourd'hui, on veut tous s'en sortir d'une manière ou d'une autre, et si on ne parle pas d'argent, je pense que ça ne les intéressera pas. Donc c'était un peu ça le modèle de base, parler d'argent et leur montrer que autant qu'en banque, qu'en faisant du droit ou de la médecine, en agriculture, on peut devenir millionnaire. C'était ça l'objectif de AgroBabe. Et donc depuis, on est une communauté de plus de 380 000 personnes, dont le président de la République du Sénégal. Et donc on forme des jeunes, on les accompagne dans la mise en place de leurs projets agricoles. Et je suis très, très, très heureuse d'être ici. En accompagnant justement des jeunes un peu partout en Afrique, que ce soit d'abord au Sénégal, un peu partout en Afrique de l'Ouest, au centre, à l'Est et au Nord, il y a quand même une problématique. Il y a des barrières. Il y a des barrières pour les investisseurs. Il y a également une barrière pour l'investissement privé en général. Ils vont freiner beaucoup de choses. C'est pour ça que ma question va s'adresser à son Excellence, le président Kagame. Quelles réformes politiques portez-vous aujourd'hui pour attirer davantage d'investissements dans les systèmes agroalimentaires en Afrique? Je sais que le Rwanda est un exemple dans tout ce qui est agriculture, mais on aimerait bien en savoir un peu plus pour s'en inspirer. Merci. Let me first thank our gracious host, President Bassirou Diomaye Faye, for inviting us and hosting us as we are here, and also thank the organizers of the forum, the Food Systems Forum. It's a very important discussion, especially at this time and point, but we have to start from somewhere. Meaning, across the continent, we find there is largely subsistence agriculture, which we have to modernize and make it sustainable. And around that, there are other serious problems that affect us, like climate change. So in thinking about the transformation that has to be undertaken, we bear in mind these problems. There are problems of funding, there are problems of entrepreneurs connecting with all that. So some of the changes we have done in our country in this has been also on the basis of partnership we have had with different people, countries across the world, private sector, in order to attract this kind of investment. For example, we have a partnership with the IFC, which has helped Rwanda to create Rwanda Climate Agriculture, Smart Agriculture Initiative Plan, which works across the country and starts with even small farmers, but focused on smart agriculture that is going to be sustainable. But most importantly, we have also mobilized the country to be part of that by understanding that when we're talking about food systems and agriculture thereof and the investments, we're also talking about different problems we have to overcome by changing the mindset of our people. And some of these things have been said before, where one, we are not producing enough. Two, even the little that is produced is
sent outside to be processed, and then what comes out of that is sent back to us at so many times more expensive rate. So the transformation, the reforms that have got to be carried out have to start with changing people's minds and practices, and really asking ourselves the questions. In Africa, what don't we have? What don't we know? But there must be something to show for all that. We must show that we know what to do, we have what to do, and there is that abundance that has been talked about of land, of manpower, of the know-how to do things. So the reforms have been built on that. We have also continued, gone ahead and created, it's called Rwanda Ireme Invest, again partnering with different groups from across the world. We created a fund that focuses on enabling people across the country who want to be part of this progress forward. And in fact, the first round of funds came around COP27, where $100 million was mobilized for this fund, and this fund is working across the country to help the farmers to make the changes they want to make with the support of government and external partners in the structures of the food systems activities we have created in our country. And again, I want to thank AGRA and others who have worked with it. I want to acknowledge the former Prime Minister Mariam Desalegn of Ethiopia, who has been very active in overseeing and running this and working with countries like our own, Rwanda, and others across the continent. You can see the results are beginning to be realized, but we need to do much more than we have already done. Thank you very much, President Kagame. Je vais maintenant passer la parole à Sini Samba, PDG et fondatrice Le Lionceau. Le Lionceau a démarré, je pense, avec des petits pots. Ça facilitait la vie aux mamans. Maintenant, je pense que tu as expand a little bit. Donc, si tu peux te présenter Le Lionceau et ensuite poser ta question. Merci beaucoup. Excellence. Messieurs, Mesdames, bienvenue au pays de la Teranga. C'est vraiment un honneur de porter la voix des jeunes aujourd'hui. Donc, je suis Sini Samba, fondatrice de l'entreprise Le Lionceau. Monsieur le Président, je suis ingénieure agroalimentaire. Je viens de la diaspora et j'ai décidé de rentrer ici au Sénégal pour entreprendre, créer cette entreprise Le Lionceau. Parce que nous croyons qu'un avenir solide commence dès les premières cuillères, donc la nutrition. Aujourd'hui, c'est pourquoi nous valorisons les ressources locales. Nous transformons le mil, le feuillan, le solam, le baobab, toutes ces plantes oubliées qui sont résilientes au climat et qui sont très très riches sur le plan nutritionnel. En tant qu'ingénieur, je ne pouvais concevoir cette situation de voir que dans mon propre pays, qu'on ait d'un côté des agriculteurs qui font face à des pertes post-récolte, de l'autre côté, des enfants qui souffrent d'une forme de malnutrition et bien sûr, comme vous l'avez souligné, beaucoup de produits importés sur le marché. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'apporter une valeur ajoutée sur ces plantes-là. Donc développer des purées,
des céréales, des compotes. Et Monsieur le Président, le lionceau, ce n'est pas uniquement ces produits-là, c'est tout ce qu'il y a derrière. Ce sont des jeunes qui innovent, ce sont des femmes qui entreprennent et ce sont des producteurs qui retrouvent leur dignité grâce à notre activité. Aujourd'hui, le lionceau, comme son nom l'indique, est encore jeune, mais il porte en lui la promesse d'un roi, celle d'un futur où nos enfants sont bien nourris, sont en bonne santé et sont prêts à bâtir l'Afrique de demain. Et Monsieur le Président, des entreprises comme le lionceau, il y en a des milliers de jeunes qui sont prêts à apporter des solutions concrètes pour redéfinir le narratif africain. Aujourd'hui, je suis membre du Conseil national de l'entrepreneuriat, le CNE, et nous nous sommes regroupés en différents consortiums, dont celui sur les chaînes de valeur, sur l'agriculture. Et nous portons aujourd'hui un projet de 330 milliards pour accompagner la vision du Sénégal 2050. Nous venons, Monsieur le Président, avec des solutions concrètes pour vous montrer comment est-ce qu'on peut bâtir ensemble le Sénégal sur les 25 prochaines années, en mettant l'industrialisation locale au cœur de nos activités. Donc ma question à notre cher Président, M. Diomaye Faye, c'est comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la mobilisation de ces ressources financières pour accompagner ces investissements-là? Parce qu'aujourd'hui, à travers ces investissements, la volonté, c'est d'avoir la souveraineté alimentaire, la création d'emplois et bien sûr, accompagner ces solutions endogènes, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. Donc je vous remercie, Monsieur le Président, pour l'attention que vous accordez à cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui portent une ambition panafricaine au service de notre souveraineté alimentaire. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est toute la recherche des gouvernants aujourd'hui, particulièrement pour le cas du Sénégal, c'est comment ajouter de la valeur à tous nos produits, qu'il s'agisse du secteur de l'agriculture, du secteur des mines, comme dans d'autres secteurs. C'est pour ça que dans les axes de l'agenda national de transformation, vous trouverez, pour ce qui est de l'économie compétitive, l'industrialisation qui est extrêmement importante pour nous parce qu'il nous faut inscrire justement les productions dans les chaînes de valeur et dans les chaînes logistiques, transformer ce qui a été produit pour pouvoir ajouter de la valeur, consommer s'il le faut au niveau local et exporter, comme je le disais tantôt. Le défi principal reste celui de l'accès au crédit. Je l'ai mentionné tout à l'heure en disant que aujourd'hui, les agriculteurs, le crédit bancaire réservé à l'agriculture n'est que de 3%. Et il n'y a que 10% des agriculteurs qui ont accès à ce crédit. Vous voyez tout de suite la faiblesse du financement de ce secteur, pourtant qui est le mieux à même d'absorber une bonne partie de notre main-d'œuvre et de faire travailler les jeunes. Et c'est ça l'enjeu et l'importance de la transformation des systèmes alimentaires, c'est de faire en sorte que ceux qui doivent s'intéresser à ce secteur puissent être donnés un exemple de réussite pour pouvoir attirer d'autres et susciter un engouement qui va faire prendre au secteur bancaire un peu plus de risques. C'est ça tout le problème, c'est que les banques ne sont pas très portées vers le risque. Et la nature de la tenue foncière dans notre pays fait en sorte qu'il n'y a pas de garantie derrière quand on finance un agriculteur qui n'est pas propriétaire de sa terre. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai instruit le gouvernement de travailler très rapidement à une réforme foncière qui donnerait plus de droits aux propriétaires fonciers pour qu'ils puissent apporter cette terre en crédit au niveau des banques et pouvoir se financer. Pour le moment, là où nous insistons, c'est qu'à travers les structures de financement, qu'il s'agisse de la
délégation à l'entrepreneuriat rapide pour laquelle, dont j'ai instruit la déléguée d'accompagner l'installation des coopératives agricoles. Et sous ce rapport, pour l'année en cours et la prochaine année, c'est près de 3000 coopératives agricoles communautaires qui seront accompagnées par la DER, en plus de ce que le ministère de l'Agriculture prévoit de faire. L'agriculture dans notre pays est très marquée par les subventions, à la fois pour la production que pour la commercialisation. Évidemment, c'est un fardeau sur les finances publiques pour lesquelles il devient de plus en plus difficile de supporter, d'autant plus que, comme le soutient le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances, il faut aller vers les investissements dans le secteur de l'agriculture pour pouvoir supporter la part la plus lourde dans l'investissement dans les aménagements hydro-agricoles et faire en sorte que ces jeunes qui arrivent aient déjà les infrastructures hydro-agricoles primaires pour pouvoir se baser sur ça et emprunter à partir des petits crédits et aller vers directement une production qui leur permettra de produire à des taux compétitifs, mais plus de supporter aussi le crédit, les échanges de crédits qu'ils ont empruntés. Étant entendu, comme je l'ai dit, que dans un continent ou dans un pays où il faut aller importer pour pouvoir subvenir aux besoins en nourriture, aux besoins alimentaires de l'ensemble des populations, évidemment, quand on produit, il y a à dire que ce sera consommé. Il faut juste gérer les pertes post-récolte. Et là aussi, le gouvernement travaille. Et bientôt, nous allons lancer d'ailleurs la construction de beaucoup d'infrastructures de stockage avec le privé en s'entend. Et il faut aussi les impliquer davantage et faire en sorte que ce secteur privé-là puisse accepter de mettre de la ressource financière dans l'agriculture. Voilà en somme les leviers sur lesquels nous travaillons pour pouvoir accompagner toutes ces innovations, tous ces agriculteurs et tous ceux qui osent aujourd'hui revenir et s'engager dans ce secteur, soit dans la production, soit dans la transformation des produits qui sont ainsi tirés de cette activité. Merci beaucoup, Son Excellence. Merci beaucoup. À présent, on va donner la parole à Madame Adja Boudi Kanté, qui est fondatrice et PDG de Cereal House qui s'invite sur la table du petit déjeuner de plus en plus de Sénégalais. Alors, à toi la parole. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye. Excellence, Monsieur le Président Paul Kagame. Excellence, Monsieur les Présidents, ministres et distingués invités. Je suis Adja Boudi Kanté, ingénieure en environnement et fondatrice de Cereal House, une entreprise qui évolue dans la transformation céréalière dans le but de préserver la santé des consommateurs. Cereal House est né de ma cuisine, mais avec une vision claire. Faire de l'alimentation un outil de santé et de développement. Aujourd'hui, Cereal House crée de l'emploi, valorise les savoir-faire locaux, mais aussi aide à lutter contre les maladies non transmissibles, à l'exemple du diabète. Au-delà de mon entreprise, je suis aussi représentante d'une jeunesse africaine, engagée, créative et qui est prête à co-créer l'avenir alimentaire de notre continent. Ma question s'adresse à Monsieur le Président Paul Kagame. Avec Cereal House, on est vraiment tourné vers l'innovation et on aimerait savoir comment le leadership peut soutenir l'innovation dans le système alimentaire. Merci beaucoup. There has to be partnership across the board. Government is definitely at the center of that, and alongside that, we have to focus on young people who people have said constitute the largest portion of our population. Through education, through financing, through different partnerships, so that all these young minds with their innovation
and ideas in terms of entrepreneurship can thrive. I'll give you an example. Again, through partnership, we have, first with the one I said about IFC, the funding from that touches 170,000 farmers and covers 80,000 hectares. And that means the farmers, the small farmers, smallholder farmers have been reached, and the results speak for themselves. The second part I want to bring up through partnership is what Rwanda and the Howard Buffett Foundation has created in Rwanda. Rwanda Institute of Conservation Agriculture, RICA. And by the way, this institution, the institute, attracts young people from across the continent. It's not just Rwandans. Maybe Rwandans are about 60%, 40% of those young people in this institute come from across Africa. And by the time they graduate the first degree, they already come out with ideas of entrepreneurship, and the government, maybe also the governments of those young people from the rest of Africa other than Rwanda are also helped in terms of linking them with the finance to do whatever they have developed as ideas and around this innovation that they have come up with. So there has to be, first of all, that connection between institutions, and then there have to be ideas. The skills developed in that institute, of course, becomes value added to now spinning off these available resources that we can put to good use. So I want to tell the young people here, as we address them, the first thing they should know is that they are at the heart of many governments' activities, as I understand also in our own country. But there must be an obligation they feel also as young people. Young people, you must be feeling an obligation. There is no sitting back and waiting until there is a problem and you expect that somebody is going to come and help. But you must be out there actively engaged in doing your part, as then we bring the support of other institutions, including those of government, to partner with you in taking your ideas further than you have already developed. So it's an open field, but it has to come up with the people who are active in search of what to do. Young people must find a purpose that guides them. And along the way, these other efforts are there to partner with you, whether from within or from outside, but mainly the government is interested in making sure that the young people are these resourceful, energetic people who are going to keep growing the country forward. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Last but not least, on va donner la parole à Moustapha Sindiaye, le fondateur de Maraz, qui lui est dans la maroquinerie de luxe, et qui parle de maroquinerie de luxe parle quand même de peau, de transformation. Mara, la parole est à toi. Merci Maïmouna.
Je pense qu'aujourd'hui, les défenseurs du Women Empowerment et de la cause des femmes seront contents parce qu'il y a 4 femmes contre 1 homme. C'était normal, Maraz, parce que nous avons 2 chefs d'État qui sont des he for she. Exactement, exactement. Donc, merci beaucoup. Excellence, je suis Moustapha Sindiaye, fondateur de la maison de haute maroquinerie Maraz, qui travaille sur le cuir et les peaux. Nous sommes établis à Dakar, qui est ma ville natale et une des plus grandes capitales de la mode en Afrique, à Abidjan, pour son poids économique et sa forte démographie, et à Kigali, pour ce que Kigali représente comme modèle de développement et de croissance pour l'Afrique, et ce que le président Paul Kagame a fait là-bas en termes d'incitation à l'investissement, mais également de hub pour l'Afrique. Aujourd'hui, mon engagement est fort et il est central. Il consiste à trouver comment aujourd'hui structurer nos chaînes de valeur du secteur primaire au secondaire pour transformer nos ressources locales en moteur de croissance. Beaucoup de jeunes entrepreneurs agricoles et du secteur des industries culturelles et créatives ici présents nourrissent le même rêve. Mais ils se heurtent à 2 problèmes. Un manque de financement adapté et également un manque d'accompagnement technique. Au Sénégal, à travers le programme du PAVI de la DER/FJ, auquel j'ai bénéficié, nous voyons qu'avec un accompagnement financier patient, couplé d'un accompagnement technique structuré, la donne peut changer. Mais nous, jeunes Africains, nous n'avons pas toujours cette opportunité d'être devant 2 modèles pour l'Afrique et pour les jeunes. C'est pourquoi, avant de poser ma question, j'aimerais faire un petit plaidoyer pour ces jeunes Africains, ces jeunes entrepreneurs. J'ai un mentor qui me disait que c'est à la petite échelle qu'on arrive à avoir l'universalité des fonctions. Si vous allez au niveau du centre des expos, juste derrière, où les entrepreneurs africains, sénégalais exposent leurs produits, leur créativité dans tout domaine confondu, vous verrez que ces jeunes ont fini de tester à la petite échelle. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que nos États nous permettent de dupliquer en Afrique, pour l'Afrique et vers le monde. Nous avons pu réunir les fragments de notre histoire, de notre culture, et nous avons envie de la raconter au monde entier. Nous avons également aujourd'hui essayé de reprendre cet héritage qui nous a été légué sur notre savoir-faire ancestral, et nous ne voulons pas le transmettre comme tel aux générations futures. Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice par la technologie, par l'innovation, par l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, chers gouvernants, la seule possibilité que vous avez pour régler la question de l'emploi en Afrique ne passera pas par le pétrole, ça ne passera pas par la technologie, ça ne passera que par le secteur primaire et le secteur secondaire. Entre l'agriculture, l'artisanat et la pêche. Et c'est pourquoi nous demandons au président Paul Kagame et Bassirou Diomaye Diakhar Faye de faire confiance en la jeunesse. Et que ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que les choses ne se limitent plus aux discours et aux slogans. Nous avons besoin d'avoir une idée claire de là où nous allons, de savoir concrètement comment nous pouvons faire pour structurer les chaînes de valeur. Celle du cuir commence par l'élevage jusqu'au produit fini. Et qui parle d'élevage, parle d'alimentation du bétail. Et c'est cela qui donne la peau de qualité. Et ma question aujourd'hui est celle-ci. Comment
quelles mesures concrètes pouvez-vous engager dès maintenant pour que les jeunes Africains aient un accès réel à des financements adaptés, mais également pour que nos chaînes de valeur soient structurées du début jusqu'à la fin, afin que, aujourd'hui, qu'on puisse produire nos bottes pour militaires, afin qu'on puisse produire nos sacs à dos pour écoliers, afin qu'on puisse produire les sandales et tous les autres produits dérivés du cuir que nous importons un peu partout dans le monde, alors que nous avons la main-d'œuvre qui peut ne pas être qualifiée, mais la formation est possible. Nous avons la matière première. Tout ce qui nous reste, c'est une volonté étatique. Donc la question est adressée aux deux présidents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Certainement pour ce qui est de l'aspect financement, je pense que j'y ai répondu tout à l'heure. Reste maintenant la question de l'intégration des chaînes de valeur, de la transformation. Et il y a des programmes qui sont aujourd'hui mis en place sur lesquels le gouvernement travaille de façon très, très accentuée. C'est le programme des agropoles. Les agropoles ont cette vertu de rassembler dans un même périmètre les productions agricoles et alimentaires, la transformation et pour pouvoir alimenter le marché à partir des zones où ces agropoles-là sont localisés, étant entendu que dans chaque zone, ce qui est mis en avant, c'est le potentiel de cette zone. C'est pourquoi nous en avons au nord, au sud, au centre, à l'est et au sud-est. Et ce sur quoi nous travaillons, c'est faire en sorte que la production dont le secteur secondaire a besoin pour la transformation puisse être déjà assez importante pour alimenter à temps plein cette industrie de transformation. Sinon, pour une bonne partie, s'il y a une rupture dans la chaîne d'approvisionnement en produits primaires, les transformateurs ou les artisans, pour prendre votre cas, vont aller directement s'approvisionner sur le marché international et ça peut être un facteur de renchérissement des coûts de production et donc de déficit de compétitivité de leurs produits. Il faut aussi que, en attendant, parce que je pense qu'aujourd'hui, pour l'avoir testé moi-même, nous n'avons pas de problème de qualité de production aujourd'hui, qu'il s'agisse de la couture, qu'il s'agisse de la maroquinerie, qu'il s'agisse de tout ce dont aujourd'hui les jeunes comme les anciens peuvent avoir besoin pour leur habillement et leurs accessoires, ça peut être produit ici. Et l'état d'esprit me semble avoir quand même particulièrement changé au niveau du leadership dans la consommation des produits issus confectionnés par nos artisans, chaussures, cuir, etc. et vêtements. Et aujourd'hui, je pense que tous ceux qui regardent par rapport au leadership peuvent avoir l'inspiration et la fierté de porter ce qui est produit au niveau local sans complexe, du côté des dames que du côté des hommes. L'enjeu, comme vous l'avez dit, c'est déjà de rayonner et d'être impérial sur le marché local. Il y aura toujours de la concurrence, les gens auront toujours besoin de porter des marques diverses, mais qu'il n'y ait pas de déception, entre guillemets, entre une marque qui est importée et le produit qui est localement fabriqué. Et sous ce rapport, pour prendre le cas des cuirs, des bottes des armées, nous avons aujourd'hui engagé, dans le cadre de la transformation systémique que nous sommes en train de mettre en œuvre, une politique d'industrie de la défense. Et dans cette industrie de la défense, l'enjeu c'est de faire en sorte que tout ce qui est consommation par rapport aux armées puisse être produit localement, notamment les bottes et autres. Et la petite anecdote, peut-être que beaucoup ne comprennent pas, il m'a été dit qu'il y a beaucoup de jeunes des forces armées, quand on leur donne leur dotation en chaussures importées, souvent ils se retrouvent chez le cordonnier d'Ngaï pour prendre quelque chose de beaucoup plus confortable et de beaucoup plus solide.
Cela veut dire que si on donne la possibilité à ces cordonniers de produire à grande échelle, évidemment, et de faire en sorte que la commande militaire puisse s'approvisionner là-bas, ces jeunes vont grandir très rapidement. Et le confort qui est recherché par le policier, le gendarme ou le militaire est le même qui est recherché par n'importe quel policier, militaire, gendarme dans notre pays africain ou même partout ailleurs dans le monde. Donc le potentiel existe. Maintenant, l'accompagnement est là, je pense que vous êtes un exemple. Je citais tout à l'heure la DER avec le PAVI 2, effectivement pour parler des coopératives agricoles. Et voilà tout à l'heure que vous, dans la chaîne de transformation de la valeur ajoutée, la DER se déploie aussi pour financer ceux qui transforment les mêmes produits. Parce que ce que je disais à la déléguée générale de la DER, je le dis, il faut que l'intégration entre l'agriculture au sens primaire puisse être faite avec l'élevage. Parce qu'effectivement, l'agriculteur qui va aller cultiver de l'arachide sera très intéressé de savoir quel est le prix que le gouvernement va retenir pour l'écoulement de sa production de l'année. Mais généralement, c'est le foin qui est beaucoup plus cher que l'arachide qui est en réalité le produit qui a été recherché. Et ce foin-là, c'est parce qu'il alimente au niveau de l'élevage que le foin est aussi cher et qu'il est aussi prisé. Et la transformation même se ressent dans la qualité des services de l'élevage et, comme vous l'avez dit, dans la qualité des cuirs et peaux. Maintenant, cette industrie-là de transformation à petite échelle comme à l'échelle moyenne et à grande échelle est en train d'être implantée progressivement à travers le soutien aux artisans de votre rang qui commencent à se déployer sur le marché international ou sous-régional en tout cas, et à l'implantation à une plus grande échelle pour pouvoir aussi davantage insister sur la formation des talents et des créateurs qui doivent toujours être au diapason de ce qui se fait dans le monde de mieux. Let me say, a couple of speakers earlier talked about dignity being part of what is reflected in what we aspire to do. If we can feed ourselves, if we can do the right things to grow, to develop our countries, I think it very much centers on what we can do as Africans to dignify ourselves. And also this is linked with what is entailed in your question. How do we approach things so that everything doesn't remain at the talking level? Because we have conferences, we have forums, everywhere, we're saying the right things, we are doing, but in the end, what is it that we can measure that we should be able to show has come out of the different efforts people carry out in different places? I think this is where we are still falling short and must work harder to achieve. If we are talking about food systems and food security and so on and so forth, but we continue and having so much arable land and all other resources, water and even technology to serve us where there is lack of or scarcity of certain things. Why don't we do what we know we have to do, or what we have so much said about what we have to do, to make sure that we are able to get results we can measure and know that we have come from here and this is where we are, and it is a reflection of the efforts that people have put into it, based on the need, based on the knowledge, and based on the kinds of partnerships that we talk about every day. If there are resources lacking,
we have also seen that through partnerships, some of the resources can be obtained. So we really have to start walking the talk and just move from talking to doing and then being able to see the results and measure them. And this is a responsibility for all of us. It's first of all primarily governments, of course. That's why governments are there. But it is also every one of us, now including the young people, who rightly make so many demands, but you must make effort to contribute and match the level of demands you are making as well. Yes. So I think if we work together, and we already know what to do, I have no doubt that people know what to do, because the needs we have inform us of what we can do to actually be able to meet the needs requirements. So my appeal to everyone is to take our responsibilities seriously and play our part. And then in the end, once you have done that, you are empowered to even hold others accountable. But you can't hold people accountable when you are not playing your part. So I'm happy that we are here in the company of the young people and most especially women. Mm-hmm. Women, by the way, for example, in my country, constitute the biggest percentage of our population. So women are 52%, 51%. Men are 49%. So women are very important. Even beyond just that aspect. And then when it comes to young people, we have 75% of our population being 35 and below. 75%. Mm-hmm. So if you have these 75% who are not really also playing their part and just making demands, there is a problem. Yes. In the end, leaders may be crucified for the sins they have not committed. So can we have people take their responsibilities? Can we have a very strong partnership? Yes. And then holding each other accountable in the process to do the very things everyone has said here or understands that we need to do to raise ourselves from where we are. I'm talking about Rwanda, I'm talking about the continent of Africa, and stop being, I don't want to exaggerate, but stop being beggars and depending on others. We can't keep depending on the rest of the world. When we have everything, when our people know what to do, when there is really nothing lacking. Mm-hmm. And this covers the very topic we are discussing. Wow. I rest my case. Wow. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, His Excellency Paul Kagame, and thank you for reminding us that we need to move from talking to doing, and it's an honor to be able to have such presidents with true leadership who are here to listen to the youth, but also to stand beside them. So thank you so very much. Before we wrap up, my co-host
Larry, I think, has one last question for you, President Kagame. Larry. Thank you. I think you already covered some of that in your final remarks, but you are sitting alongside the youth here and many in the room, many of whom are in the Youth Dome, by the way, so I hope you go and visit the Youth Dome over this week and see the work they're doing, they're exhibiting there. But what's the word for both excellencies? What is your message for African youth? What do you want to leave them with? D'abord, leur dire ce que nous considérons en tant que gouvernants par rapport à la part démographique de la jeunesse dans la démographie, le président Paul Kagame donnait des statistiques qui sont en réalité les mêmes aujourd'hui au Sénégal. Un âge médian de 19 ans, moitié de la population âgée à 19 ans, mais 75% ont entre 35 ans et 0. Donc nous avons la même démographie dans les différents pays en Afrique. Et personne ne doit nous convaincre que c'est une bombe à retardement. Personne. Au contraire, c'est en cette jeunesse que réside notre force et l'atout majeur dont nous disposons. Nous devons rendre grâce à Dieu et nous prendre conscience que le problème des autres sociétés qui vieillissent aujourd'hui n'est pas le nôtre. Je suis revenu du Japon où j'ai assisté à la TICAD et à l'ouverture. Le Premier ministre s'inquiétait que dans les 70 ans qui viennent, la population du Japon sera divisée par 2. Les 70 ans qui viennent. Et vous avez aujourd'hui une population japonaise qui a un âge médian de 50 ans, 49,9, là où notre âge médian est de 19 ans. Cela est un atout parce que c'est sur cette force qu'il faut reposer pour bâtir nos pays, pour bâtir notre développement. Et j'appellerai la jeunesse africaine à comprendre que le futur de l'Afrique repose entre ses mains et de saisir cette responsabilité avec toute la confiance, la détermination et l'engagement qu'il faut pour jouer pleinement le rôle qui est le leur dans le développement des différents pays d'Afrique et de l'Afrique en général. Et dans cette voie où nous nous engageons avec eux, cette jeunesse aura toujours notre soutien parce que c'est notre bras séculaire. Voilà ce à quoi je voudrais appeler cette jeunesse, c'est prendre plus de responsabilités, plus d'engagement, plus de détermination et d'assurer ce leadership transformationnel que seuls doivent incarner pour, à force de travail, parce qu'ils ont la force de travail, bâtir les pays africains et bâtir l'Afrique et subvenir enfin aux besoins de l'Afrique, d'assurer son autosuffisance alimentaire et au-delà porter l'ambition de nourrir le monde parce que l'Afrique est appelée à nourrir le monde. Je voudrais finir pour clore mon propos par remercier encore le président Kagame pour sa présence et surtout son leadership dans la transformation de l'Afrique et des systèmes alimentaires par l'exemple que le Rwanda donne au reste de l'Afrique et au monde de façon plus générale. Féliciter ces jeunes leaders qui nous inspirent au point que nous les traquons sur les réseaux sociaux. Parce que justement, ils nous parlent d'argent et c'est le langage qu'il faut nous parler en tant que jeunes pour être entendus. Elles nous le parlent à travers l'agriculture et j'espère que ces voix-là seront de plus en plus audibles et de plus en plus écoutées. Et féliciter et remercier tous les responsables de l'Alliance pour l'AGRA, notamment M. Haïlé Mariam Desalegn et toute l'équipe autour de la transformation des systèmes alimentaires en Afrique pour le remarquable travail que vous êtes en train de faire. J'aurais pu les citer tous dans leurs différentes responsabilités et les fonctions qu'ils occupent. Mais sachez que nous sommes très fiers du travail que vous êtes en train de faire et vous nous aurez à vos côtés
pour que nous participions à faire du rêve de l'autosuffisance alimentaire en Afrique une réalité et de faire jouer ce rôle d'Afrique, mère donc nourricière du monde, à l'Afrique aujourd'hui avec sa jeunesse. Merci beaucoup. Merci. President Kagame. All right. Let me start with a short story. About 10 years ago or more, whenever I would have an opportunity addressing our young people in Rwanda, I used to tell them, and people thought it was a joke, but in the end it turned out to be a reality. I used to tell our people that I see young people, whenever there are problems in the country, they want to run away and go abroad. They go to Europe, they go to Canada, they go to America, wherever. And I used to say, first of all, there will always be problems in any country, and there are more problems probably in our continent than others. But I used to tell them, instead of running away and going abroad and leaving your country, let's work together and find a way to resolve our problems, because there are problems everywhere. But at the same time, I used to tell them, I said, in fact, I can predict that in a short time, there will be, where you are going, they will be chasing you back to where you came from. That's about nearly 15 years ago. Now, I think I have been vindicated. So I'm saying this to remind us that there are problems everywhere. In Africa, in Rwanda, there are problems. There's no question about it. We need to address those problems. But we would rather concentrate on dealing with our problems than running away from them. So the young people, my simple message to you is, let's not run away from problems. Because even where you run to, you will find problems. There may be more problems. And especially when they send you back where you came from. So, but alongside that, young people find a purpose, know there are going to be problems, try and fail, but don't fail to try. I thank you. Wow. Thank you. You know, President Kagame said, you predicted 15 years ago that they would be chasing them back, sending them where they came from. Is that why you're accepting them? You're accepting the migrants the UK does not want, the migrants the US does not want? Yeah, in fact, in accepting them, by the way, we started also some time back, maybe it was 2018 or 2017. We started accepting people from Libya. We still have run that program to this day from 2018. Right. People from all different parts of the continent, especially abroad. We are now working with the IMO and the UNHCR. They bring them to Rwanda, process them, and those who want to go back home, they go back home. Those who have where else to go that is acceptable to the countries that take them, they go. And by the way, some of them, those who don't want to go back, those who don't have anywhere to go, we settle them in our country, meaning we accept them. Right. So it has been a kind of principle we have applied also from the lessons we have learned as a country. We have learned many lessons. And for me, the person you see here in front of you
I was a refugee for 24 years, living in a refugee camp. So I understand the pain of if we can, contribute even a small thing towards people who are being running all over the place and have nowhere to go. Within our limited means, we still try to do something. All right. We took a short detour there, but thank you so much. This has been exceptional, and I think President Bassirou Faye is actually quite funny. I don't know if you realize that. And speaking of inspirations, he is a true sign of possibility in Africa, indeed. right? Yes, indeed. That's all I have to say. Merci beaucoup. Monsieur le Merci Président. pour une conversation exceptionnelle. Nous avons entendu des voix jeunes, audacieuses, porteuses d'idées, de solutions concrètes. Nous avons vu des chefs d'État qui sont des vrais Hifoshi, qui sont à l'écoute, qui sont engagés, prêts à co-construire avec une génération qui ne demande qu'à agir. À son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son Excellence, M. Paul Kagame, merci pour votre présence. Pour la cause, Président Kagame.